François Ruffin arrive avec le plus grand objet artistique de l'histoire de la politique française. Nous avons nommé sa BD, nommée Picardie Splendor, qui met en scène l'incroyable, le merveilleux, le généreux, le fantastique, celui que la France attendait, François Ruffin, le député reporter. Depuis que cette BD est sortie, c'est l'explosion sur les réseaux. Tout le monde hallucine de ce qu'il y a dedans. Alors je vous préviens, on est quelque part entre Ruffin, la dame patronesse, qui va venir sauver la France et qui a trouvé une solution au racisme qui est qu'il suffirait que nous soyons tous copains, hein, globalement, et qui va expliquer aux vilaines personnes pas très bien civilisées comment on doit se comporter avec la police pour être un bon citoyen français. Alors vraiment, là, en termes de racisme paternaliste, on est un peu au summum de ce qu'on peut faire. Et pour regarder tout ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à te crever les yeux avec moi en regardant ces planches hallucinantes de BD? Ouais, je pense à un truc, j'y avais pas pensé pendant le préparer. Mais c'est notre deuxième fois où on fait une analyse BD tous les deux. C'est Oui. avec Le premier, c'était Vie de Carabin, mon cher confrère, duquel je ne parle jamais mal, vu qu'il y a le respect de la confraternité, je vous rappelle. Mais vous pouvez aller voir ça, c'est un BDiste médecin. Il y a peut-être quelques similitudes avec la BD Et c'est 3 pour ça, en vrai. ça m'a fait tilt. Les gens qui essayent de raconter leur vie comme si elle était universelle. Il y a un côté ego trip, mais sans Oui, l'ironie. Tu vois, c'est ça qui est le oui, problème. oui. Tu vois, dans le rap, l'ego trip, c'est bien parce que c'est un peu ironique, fait pour être exagéré, donc on sait que c'est un peu mytho. Tu vois, lui, il va certifier que tout est vrai et même il a pas tout dit. Tu vois, genre voilà. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que le truc s'appelle Picardie Splendor. Alors qu'en fait, c'est Ruffin Splendor. Mais je pense qu'en fait, ça devait être Ouais. ça le titre de base. Et les mecs ont Bah dit après, non. c'est sous-titré Les aventures de François Ruffin, député reporter, hein. Je jure que c'est sous-titré comme ça, hein. Non mais, Député, reporter. ah Non, non mais mais vous c'est. allez voir les amis, mais tant de questions qui se bousculent. La première, la plus pragmatique étant, mais comment ça a pu passer? Comment son équipe de com a pu regarder ça et se dire, franchement, ça passe. Tu vois, Ben, c'est une dinguerie. c'est vraiment. Faut savoir un truc, c'est qu'il est entouré de gens comme lui. T'avais dit dans une capsule, on l'avait fait ensemble. Souvent dans les parties, le problème, c'est qu'à la fin, tout le monde a le culte du représentant et faut Mm. pas le critiquer. Et même quand il déconne, il fait n'importe quoi, plus personne ne dit rien. Je crois que t'as ça. Et surtout, le pire du pire dans ces parties, c'est quand t'as des fois un manque de contradiction. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord. C'est presque. Je pense que t'as des Ouais, gens ouais. qui ont relu en mode Ah, c'est vrai, Romain. C'est pour ça que tu vas faire 20% à la présidentielle, François. Mm. C'est que t'es capable de mettre dans la même pièce des gens qui ne se seraient jamais vus, des blancs, des noirs, des arabes, des musulmans, des athées. Et à la fin, on ressort tous comme un peuple uni. Et tu vois, vraiment, tu sais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui pensent ça autour de lui. Et il a Mm. vraiment un public de fans. Voilà. En fait, le problème de François Ruffin, c'est qu'il n'a pas de parti, c'est qu'il a un fan club et que son parti, hein, debout, c'est ça. D'ailleurs, il commence déjà à purger des gens et tout, parce que c'est juste un fan club. Il n'y a aucun statut. Enfin, les gens qui critiquent lui-même seraient partis de l'AFI parce que soi-disant ce serait pas démocratique, mais je veux dire, debout, qu'on me montre les statuts de debout. Tu vois, j'aimerais bien savoir qui a voté, qui sont les représentants et tout. Donc c'est vraiment un fan club et bah c'est les fans de Ruffin et ces gens-là, tu peux rien leur dire, ils seront d'accord avec lui de A à Z, voire même ils l'aiment quand il fait ce genre de BD à la con, quoi. Tu vois, enfin. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, écoutez les amis, je vous propose qu'on parte un petit peu à la découverte de cette BD. Pour vous dire, la BD est tellement une dinguerie qu'elle a fait sortir Antoine Goya de sa grotte, littéralement. Non, il n'était pas dans une grotte, il faisait que des shorts. Antoine Goya s'est remis à faire du format long sur YouTube, tellement 20 c'était de la minutes. merde. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs sa vidéo, qui est bien sûr neutre et apolitique, comme à chaque fois quand Antoine Goya prend la parole. Et vraiment, la vidéo, c'est lui plus sur sa side, hein, Antoine, il parle voilà d'esthétique, de culture, etc. Et en tant qu'amateur de BD, il analyse le truc et c'est très intéressant parce qu'il montre bien en fait la signification politique de la manière dont Ruffin se met en scène dans cette BD. Et bref, nous, on va aller un peu sur le fond et puis on va se moquer de François Ruffin beaucoup. Voilà, je vous le dis, on va se moquer fort. Et on va aussi se moquer de tous ceux qui ont fait ouin ouin, vous l'avez représenté avec une casquette de nazi, c'est trop méchant. Alors déjà, je vous rappelle qu'il y a plusieurs règles dans la vie, que la règle numéro un, c'est que Magne a toujours raison. Voilà. Donc Voilà, Magne, c'est le graphiste de La Brèche, c'est celui qui fait les miniatures. Et si Magne a eu cette idée, c'est forcément une bonne idée. Voilà, c'est ça. qu'on soit très clair. Et de deux, oui, c'était forcé un peu le trait, mais en fait, c'est pour parler du côté réactionnaire de Ruffin et des os. Mais on avait raison, en fait. Donc Mm. voilà. Donc, contrairement à ce que disait Godard,
ce que fait Mine n'est pas juste une image, c'est bien une image juste. Voilà, donc il faut avoir ça en tête avant de voir les miniatures. On démarre. Je vais commencer, ma Zoé, par te faire une planche qui va donner le projet un peu du truc, quoi. Tu vois, genre comment ils l'ont pensé au départ, voilà, le fait de faire une BD de Ruffin. Donc ça démarre avec cette planche. Ah putain, alors chaque planche m'a trigger de fou, je vous le dis, mais elle, c'est une des premières que j'ai vues quand c'est sorti sur Twitter et je me dis, mais ah, vas-y, mais qui est cet homme? Bon, alors, premier extrait, les copains, vous allez voir, vous allez être trigger, comme on dit, outre-Atlantique et outre-Manche, c'est-à-dire vous allez être déclenché, vous allez être irrité par chaque planche qu'on va vous présenter. Je vous le dis, donc à chaque fois, vous allez faire, mais sérieux, mais c'est pas possible et tout. Ben si, c'est possible, ils l'ont fait, ça s'appelle Picardie Splendor. Et alors là, la première planche, c'est une planche où François Ruffin va venir nous expliquer un petit peu comment il se positionne, lui, par rapport à l'œuvre de Karl Marx. Alors, pas son avis sur l'œuvre, etc., mais comment ça se fait que, en fait, il est probablement aussi important que Karl Marx dans l'histoire de la pensée politique, évidemment, mais juste, il a un peu moins de temps pour écrire. C'est Chris qui va nous lire cette dinguerie. Je vous précise que Chris est encore plus trigger parce que je viens de lui apprendre que le texte dit là, c'est Ruffin qui le dit dans la BD. Ouais, je vais lire le texte. C'est parti. Je vais lire le texte et après je vais vous dire mon truc, mais je suis encore un gars candide et naïf. Il y a que Zoé qui le sait, c'est parce qu'elle est très proche de moi, mais c'est vrai qu'il y a des fois je suis un peu candide, quoi. Voilà, mais là il est premier degré choqué, je vous le dis, et genre, il est choqué. Chris est choqué. Alors j'ai fait Ruffin. Tu voudrais quoi, le capital de Karl Marx, lui, il n'enchaînait pas les amendements à l'Assemblée nationale, les rendez-vous en mairie, les concours de maisons fleuries. Et puis j'ai une autre lubie, un truc un peu à la American Splendor. Pas trop mal quand je fais Ruffin, c'est le bégayant. Et donc, en fait, je me rends compte dans la bulle, je vais vous le dire les gens, j'ai vu cette bulle passer, et puis moi je lis très vite, voilà, mon cerveau, voilà. Et j'ai vraiment cru que comme c'était pas hyper bien représenté qui était Ruffin, qui était pas Ruffin, j'avais pas le contexte autour, je me suis dit, c'est deux producteurs de BD qui essayent de produire la BD de Ruffin, tu vois, et qui dit, voilà, on va pas faire le capital, puis c'est pas le style. Non, mais toi, et non, toi, en Chris, fait... Tu prends vraiment François Ruffin pour un pauvre type, parce qu'en fait, c'est Ruffin qui a eu l'idée de sa BD. Déjà, comment as-tu pu croire que des gens allaient parler de la BD de Ruffin sans que ce soit Ruffin lui-même, le grand, l'immense, le magnifique, l'incroyable, le merveilleux, le fantastique? D'accord? Comment tu as pu croire ça? Et non, Ruffin, il est arrivé en disant, voilà, si je n'écris pas le Capital de Karl Marx, c'est parce que Karl Marx, ce gros branleur, n'avait pas la vie du mec important que moi je suis, en fait. C'est ça que tu comprends pas, Chris. Non, mais le gars, quoi, mais sans déconner. Mais en plus, Dieu sait, vous savez, je crois que je suis le plus gros hater de Ruffin, jour 1 de la pas du team. C'est vraiment... Je confirme. C'est un type mais qui me fait gerber, mais là, j'ai plus les mots, et on est qu'au début de la capsule, mais ce type, mais il se compare. Bon. Donc, genre, Karl Marx aurait été un parasite feignant quand il a écrit le Capital. Mais putain, c'est un type, limite, qui a écrit le Capital à cheval sur 3 pays parce qu'il était obligé de quitter, il était traqué par l'empereur français, il a été obligé de s'exiler, il vivait dans la semi-misère, etc. Il n'arrivait même pas à faire bouffer ses enfants, et les types est en train de se comparer à ce gars-là. Mais vraiment, mais quelle grosse merde ce gars, mais ce type... Chris, quand même, François Ruffin, il a une vie où il est payé 7K par mois pour faire passer des amendements à l'Assemblée nationale. Enfin, je sais pas si tu te rends compte un petit peu de... quand même. Ah non, mais c'est vrai, le clown que c'est. D'ailleurs, il faut savoir que je sais pas combien il a écrit de bouquins, une dizaine, je crois, peut-être même plus. Tous ces bouquins sont de la merde. Enfin, je veux dire, je pense que les bouquins de Ruffin, même ChatGPT, quand vous les enrichissez, les IA, même les IA te disent non, ça, on va pas prendre ça parce que c'est trop de la merde, ça va bouffer notre algorithme. Enfin, c'est vraiment des livres de merde. Petit bourgeois, moralisant, enfin bon bref. Et le type se compare à Karl Marx en disant non mais lui il avait que ça à foutre d'écrire le Capital. Ça me rend dingue. J'ai plus les mots là. Voilà. Donc on va enchaîner. Du coup ça c'est un autre truc qu'on va dire. On va aller un petit peu plus loin. Dans une BD, une autre planche pour montrer un petit peu l'esprit Ruffin. Et bah oui, comme tu l'as dit, il y a plusieurs scénettes et donc plusieurs personnages. Des avec esthétiquement un petit peu plus faible. Voilà, celui-là, c'est pas esthétiquement, c'est pas le meilleur. Celle-là est quand même littéralement dingo aussi, hein, genre vraiment.
Et alors là, les gars, je ne suis pas la critique de BD la plus expérimentée du monde entier. Voilà, je vous le dis, Voilà. je lis assez peu de BD. Néanmoins, si je puis me permettre un petit avis esthétique qui m'est propre, mais qui, je pense, est partagé, c'est que c'est super moche. Mais genre, Ah, c'est c'est dégueulasse. moche, mais c'est moche de fou, quoi. C'est vraiment Là, c'est trop, 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 trop moche. Je sais pas si le dessinateur a voulu troller, mais littéralement, Ruffin a une tête de bite. Genre, Ouais. vraiment, il a 2 yeux extrêmement rapprochés qui sont littéralement les gonades et un nez très allongé avec une fin en patate. C'est littéralement un visage de tub. Mais bon, ça, après, écoute, chacun ses choix artistiques, j'ai envie de dire. Eh ben, complètement. Mais non, mais je pense que c'est des gens qui ont été payés pour faire ça et qu'on se dit, bah, faut bien que je bouffe. Tu sais, c'est les gens qui allaient au STO et qui essayaient de saboter quand même un peu le travail, tu vois, de pas faire plaisir aux Allemands, tu vois. J'espère Tu que crois les dessinateurs ont fait ça comme ça, quoi. Après, j'ai envie de dire, les dessinateurs, je suis désolé, hein, si vous avez fait ça par plaisir ou voilà, bah, vous méritez d'être remplacé par des IA, c'est sûr et certain, quoi. Voilà. Bref, donc, autre sujet. Donc, ça s'appelle le selfie, Zoé. Alors, je vais rester sur Ruffin et puis toi, tu vas faire. Moi, je vais faire le contrôleur de train raciste. Est-ce que vous êtes prêts? Et qui à est votre un avis, François pléonasme, Ruffin. du coup. Je sais pas, est-ce qu'il faut être Alors. raciste pour être contrôleur de train de base? Je pense que oui. Mais. Je ne sais pas, j'ai déjà assisté moi-même et je pense n'importe quelle personne de cette planète qui a pris le train a déjà assisté à un contrôleur de train qui maltraite des gens qui n'ont pas la thune pour payer des billets et c'est extrêmement gênant. Vous allez voir qu'on va revenir sur cette situation un petit peu plus tard car François Ruffin est un homme très occupé, je vous le rappelle. Il vote des amendements à l'Assemblée nationale et a des rendez-vous dans des mairies. Donc contrairement à ce branleur de Karl Marx, il n'a pas non plus le temps d'écrire de ouf. Mais heureusement, des artistes se sont penchés sur son cas pour nous donner des petites tranches de vie de François. Et donc là, la planche s'appelle le selfie. Et donc c'est un contrôleur de train qui fait un selfie avec François Ruffin. Et ensuite, ça papote. Je suis le contrôleur, Chris et François. C'est parti. le selfie. c'est sympa. Ouais, je vois, le truc, il est tellement égotiste ce gars que ça pourrait s'appeler le selfish. Mais bon, bref, c'est voilà. ça. Allez, vas-y. Alors, merci, c'est sympa. Bon, Oh tiens, eux, ça doit être des Érythréens. vous avez l'œil. C'est ce qui est bien dans notre métier. On voit passer des flux de population. Juste ça. Juste dire, c'est trop bien dans mon métier. Je vois passer des flux de population. C'est Non, trop mais bizarre comme formulation, mais bon, bref. N'importe quoi. Ensuite, passons à la ligne inférieure où le contrôleur de train a d'un coup les yeux qui se montent l'un sur l'autre. Alors, j'imagine que c'est encore une fois un chouette artistique de dessinateur que moi, stalinienne rabougrie, je ne peux pas comprendre, hein, j'imagine. C'est ça. Alors, on fait presque de la géopolitique. Les Érythréens, les pauvres, ils montent pour trimer dans le bâtiment. Forcément qu'ils fuient chez eux. Le service militaire dure 15 ans. Vous en voyez tant que ça? Pas mal. Pendant un temps, c'était les Syriens. Des gens de classe moyenne comme nous. Putain, très bizarre. Avec des Très, très voitures. bizarre. Mm. C'est vraiment extrêmement bizarre. Puis il y a eu les femmes ukrainiennes. Pas de problème non plus. Oula. 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 Attention, on se rapproche du moment où on va savoir qui pose problème. C'est ça. Là, je ne sais pas pourquoi, ça vient beaucoup de la Sierra Leone. Alors, ça étant des êtres humains, hein, je me permets de rappeler ça. Vache. En revanche, les Afghans, laissez-les partir en Angleterre. Et les Soudanais, pas tous, mais beaucoup refusent de parler aux femmes. Ça donne des conflits avec ma collègue. Parfois, ils l'insultent et la prennent de haut. Alors, je me permets de répondre au contrôleur que je joue parce que vous allez voir que dans la planche, le personnage de François Ruffin de présenter ne répond rien. Il n'a rien à répondre à ça. Alors moi, je fais partie des gens qui, comme ce contrôleur, voient passer des flux de population, comme il dit. C'est-à-dire que j'ai un métier où c'est du contact avec les gens et avec absolument tous les gens. Parce que je soigne des gens, donc du coup, que tu aies de la thune, pas de la thune, etc. A priori, 100% des gens ont besoin d'avoir recours à des soignants à un moment dans leur vie, quoi. Et moi, j'ai été notamment en situation de soigner des patients réfugiés afghans ou soudanais. Et je suis une femme, et vous avez bien compris, je fais du soin, donc j'ai quand même un rapport au corps qui est extrêmement, on va dire, proche des gens. C'est-à-dire que je fais partie des professions où mon boulot consiste à dire aux gens « déshabillez-vous, je vais vous toucher », etc. Ce qui est quand même un peu particulier en termes de relation au monde. Et il y a plein de cas dans lesquels, par exemple, le fait que je sois une femme, quand je suis face à un homme, ça peut gêner le patient. C'est pas du tout propre aux Afghans et aux Soudanais, hein, si je puis me permettre. Je pense que n'importe quelle personne qui me regarde ici sur YouTube se dit « t'as 25 ans, t'as touché un truc sur ton testicule qui te semble pas tout à fait normal, il y a comme une petite boule et tout, faut que t'ailles chez le médecin. On te dit c'est l'interne qui va te recevoir. T'arrives et en fait l'interne c'est une meuf qui a ton âge, qui est une meuf et tout. Je pense que c'est la sueur pour 100% des mecs en fait. Enfin, tu vois, c'est la sueur, tu vois. Comme nous, tu vois, moi quand j'avais 17 ans, que tu te retrouves à consulter
consulter aux urgences gynéco, t'arrives, t'es face à un interne, c'est un gars de 25 ans et tout. C'est pas facile, quoi, tu vois, c'est pas facile. Et c'est pas du tout propre aux Soudanais ou aux Afghans. Alors apparemment, les gens qui sont agressifs et qui insultent, etc., c'est beaucoup plus les Soudanais et les Afghans. Sous-entendu parce que c'est des cultures dans lesquelles les relations entre les hommes et les femmes sont différentes d'ici et tout ça. En plus, si tu veux, tu sais qu'il y a des espèces de trucs où tu vas faire des observations comme ça, un peu à l'emporte-pièce et tout, tu sais, de comptoir, quoi. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les discussions de PMU, en fait. À la limite, oui, mais te présenter ça dans une BD qui a un objectif de dépeindre un tableau, tu vois, de la situation de la France aujourd'hui, où jamais vous allez voir ne seront donner la parole aux gens dont parle ce contrôleur. Et donc moi, si je puis terminer, tu vois, j'ai notamment bossé assez longtemps dans un endroit où on hébergeait des personnes réfugiées, et notamment pas mal d'hommes afghans. Et évidemment, je me suis retrouvée dans des situations, notamment où il fallait que j'examine les gens en les dénudant et tout. Et il y a plusieurs de ces patients qui m'ont dit, en fait, j'ai pas envie de me dénuder face à vous, je me sens vraiment trop mal à l'aise, quoi. Et encore une fois, cette situation m'est arrivée aussi avec des hommes euh, du fond de la campagne française, avec des ancêtres français sur des générations et des générations. Ce n'est pas propre à ça. Et dans tous les cas, il n'y avait pas d'agressivité. C'est surtout que c'était des gens qui étaient extrêmement gênés, en fait. Ouais, ouais. D'où l'importance, à mon avis, notamment dans les métiers de soins, qu'on soit à parité. Là, ce qu'aurait été bien pour ces patients qui étaient gênés de se dénuder face à une femme, d'avoir une soignante femme qui les touche et tout, bah, le mieux, ça aurait été qu'il y ait aussi des hommes qui soient dispo et qu'on puisse faire en sorte de pouvoir s'adapter à la personne, que ce soit une demande de voir des hommes ou une demande de voir des femmes, parce que tu sais, dans les discours islamophobes et tout, il y a beaucoup de gens aussi qui disent, ouais, il y a des femmes, sous-entendu des femmes musulmanes, hein, parce que souvent c'est ça qui est dit, qui refusent d'être examinées par un sage-femme homme ou un gynéco homme. Mais il y a aussi des femmes non musulmanes, etc., qui n'ont pas envie d'être examinées par un homme pour plein de raisons qui peuvent être de très bonnes raisons. Et encore une fois, quel est le putain de problème, tu vois? Ouais, Quel ouais. est le putain de problème? La question, c'est comment on s'organise. Après, là, si ça part de ça s'insulte, ça la prend de haut et tout, alors moi, vraiment, j'ai envie de voir cette scène où une contrôleuse SNCF contrôle un mec réfugié afghan et c'est le réfugié afghan qui la prend de haut, tu vois. Alors peut-être que ça Oui. existe, hein, mais vraiment, je pense pas que ça soit non plus la situation la plus fréquente de ce coin-là. Et là, après, sur les contrôleurs de train, moi, j'ai envie de dire, hé, les gars, militez pour qu'il n'y ait plus de contrôle dans le train et que ce soit gratuit. Vous aurez de bien meilleures relations avec 100% des gens, hein. Et puis en plus, tu sais, ça véhicule un peu l'idée de ils viennent, ils imposent leur culture. Tu sais, la Mais bien fameuse sûr que c'est ça le truc. colonisation à l'envers. Tu vois, ça c'est vraiment. On parle de Ruffin, on en reparlera dans une autre capsule, mais le rapport qu'il a au travail, etc., qui véhiculerait des affects anti-immigration. Mais je trouve que ici c'est encore plus violent. Là, on parle même pas de son incapacité à comprendre ce que c'est le capitalisme, parce que voilà, déjà il a même pas compris qui avait rédigé le Capital et qui était la personne. Mais là, c'est vraiment le côté. Bah, il est face à un racelard en fait. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, toujours ce troll, le dessinateur, je pense que voilà, il est de notre côté, mais il ose pas le dire, il faut qu'il bouffe. Il lui a mis un costume vert de gris, tu vois, comme la Wehrmacht. Oui. Alors que c'est pas leur couleur normalement à la Mhm. SNCF, tu vois. Mais là, il est face à un racelard qui lui débite des trucs de racelard, genre en mode, il y a une hiérarchie des cultures, une hiérarchie des races, tu vois. Et puis les mecs, ils arrivent et ils veulent. Mais c'est où on a vu que les réfugiés afghans, ils se comportaient comme s'ils étaient chez eux dans ce pays. Déjà, s'il y a un rapport de gens qui se comportent chez eux comme s'ils étaient chez eux, c'est les Occidentaux en Afghanistan. C'est le cas depuis 40 ans. S'il y a un choc des cultures là-dessus, c'est vraiment les Occidentaux qui ont, par leur impérialisme et le monde guerrier, créé ce choc civilisationnel depuis les années 80. Donc vraiment faire croire que ces gens réfugiés de guerre, parce que les guerres sont des intérêts impérialistes dans leur pays, viennent ici imposer leur culture, qui un jour a dû se comporter différemment en France à cause d'un Afghan qui imposait sa loi. Mais vraiment, Ouais. on est en délire complet, quoi, tu vois. Et Encore plus en situation de pouvoir comme l'est un contrôleur de train par rapport à un voyageur, quoi. Enfin, c'est bref. c'est ça. Et puis, je rappelle que les gens qui sont réfugiés, souvent, ils sont obligés, la majorité, ils rasent les murs parce qu'ils sont contrôlés par la police, ils sont contrôlés par les contrôleurs et tout. Et qu'à la fin, s'ils sont pris dans des situations difficiles, ce pays est tellement raciste et fait tellement peu de place à la solidarité concrète que oui, à la fin, il leur reste que leur structure mentale héritée de leur pays, etc., inadéquate à notre société. Voilà, c'est ça aussi la violence de la guerre et de l'impérialisme, c'est de déraciner des gens et de les mettre sous pression et de les mettre sous condition de devoir accepter l'inacceptable, devoir accepter la violence. À un moment donné, des fois, ça répond, quoi. Et ça, c'est pas l'inversion de la force, hein. À la fin, si demain il y a un Afghan qui se comporte mal avec une
une contrôleuse de train, c'est lui qui va faire 48 heures de garde à vue, qui va se faire maltraiter par la police et qui va se faire violenter. C'est pas la femme qui va se faire violenter. Donc l'idée même que ces gens-là s'imposent ou nous imposent quoi que ce soit, mais c'est une violence absolue, c'est des gens pour qui 99,999% chez eux ou ici se font imposer de la violence impérialiste, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, je me permets, on va continuer la BD après, mais vous connaissez C'est la patte du Timon Papote, etc. Mais il y a vraiment ce truc parce que tu sais, ça arrive quand même régulièrement que à la SNCF, il y ait un droit de retrait parce qu'il y a un contrôleur ou une contrôleuse, et j'ai l'impression que c'est plus fréquemment les femmes, qui sont agressées dans le cadre de leur travail, tu vois. Je refais un parallèle avec mon métier, mais c'est qu'en fait, se déplacer, se soigner, etc., c'est des choses qui, normalement, devraient être des services publics et qui sont assurés par des gens qui, normalement, ne sont pas là pour faire du pognon et pour tirer de la plus-value de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un gros débat en ce moment au sein des médecins sur les agressions contre les médecins. Parce qu'il arrive qu'il y ait des agressions contre des médecins, voilà, et a priori, ça serait en augmentation. Alors en vrai, tu sais, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on manque de chiffres vraiment carrés et tout pour pouvoir mesurer ça. Mais a priori, c'est le cas. Et du coup, il y avait eu une proposition de loi il y a quelques mois, je crois, sur laquelle la France Insoumise a voté contre d'ailleurs, et donc dans les syndicats de médecins, ça a fait un scandale, etc. Mais c'était une proposition de loi pour rendre plus lourdement puni le fait d'agresser un professionnel de santé, il me semble, et je crois plus spécifiquement un médecin. Et putain, moi je suis désolée, mais effectivement, tu vois, si on note une augmentation des agressions, de la tension, etc., c'est vraisemblablement, je fais une hypothèse, parce que ne vous inquiétez pas, ils font passer ce type de loi, mais personne n'étudie pour quelles raisons la violence arrive, dans quel contexte, quelle solution on peut y trouver. Est-ce que vraiment, tu vois, quand le gars a envie de mettre un poing dans la gueule au médecin d'accueil des urgences, est-ce que tu crois vraiment que le gars va se dire alors avant c'était puni de 6 mois ferme, mais maintenant c'est 2 ans ferme, donc du coup je vais pas mettre le poing dans la gueule, tu vois, enfin, c'est complètement débile, donc ça ne va pas régler le problème, mais surtout, pourquoi? Moi je fais une hypothèse, c'est que l'accès à ses besoins primaires, se soigner, se déplacer, etc., n'est plus assuré à la hauteur où il devrait être assuré. Et du coup, les gens sont dans des états de tension et ça crée de la violence. Donc, en fait, un service public en déliquescence, un train qui est trop cher, qui est difficile à se payer, ou une fois sur deux, finalement, il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas assez de rames de prévu, etc., etc. Mais forcément, ça augmente le niveau de tension. L'existence même du contrôle dans les trains, vous auriez des trains gratuits, il n'y aurait pas d'histoire d'agression de contrôleur. Tu vois, déjà, je me permets quand même de rappeler ça. Et tu vois, avec les médecins, évidemment que c'est pas bien d'agresser les gens en règle générale. Tu vois, enfin, on ne tape pas les gens globalement, sauf si on n'a vraiment pas d'autre choix et qu'on est en situation de se défendre. Ben, en fait, probablement que si on était dans un système de soins où les médecins avaient le temps d'accueillir les patients, où les gens n'attendaient pas 10 heures aux urgences, où il n'y avait pas de dépassement d'honoraires à payer pour se soigner, etc., etc., probablement que les relations entre les soignants et les soignés seraient beaucoup plus apaisées. Donc voilà, bref, on va continuer, mais il y a vraiment un truc. C'est la même chose avec les agressions des profs à l'école et tout. Ça ne veut pas dire que c'est bien d'agresser les médecins, les profs ou les contrôleurs, tu vois, évidemment pas. Mais c'est une question, si vous voulez y réfléchir vraiment sérieusement, c'est une question qui se pose en termes d'organisation sociale et de créer une société d'abondance où on n'est pas là à se jeter à la gorge les uns les autres pour essayer d'obtenir le truc, où tout est en train de se défaire et tout ça, quoi. C'est un truc intéressant parce que là, je vois beaucoup de libertariens qui nous font croire que le communisme, c'est la pénurie. C'est littéralement le capitalisme qui est la pénurie. C'est pour ça qu'ils créent des privilèges. C'est la pénurie pour certains et l'opulence pour d'autres. Le train, avec ses premières, ses secondes classes, etc., crée de la pénurie d'accès au train, est obligé de contrôler que quand vous êtes dans un train, vous avez vraiment le droit d'y être. Le droit d'y être, ça veut dire le droit monétaire, le capital. Enfin, pas le capital, mais l'argent que vous possédez. Voilà. Donc c'est vraiment fondamental. Et en plus, cette pénurie-là, elle crée les stratifications tu vois, et les ghettoisations. C'est-à-dire, en plus, elles vont dire, bah ouais, mais on est obligé de contrôler que tout le monde a bien le droit d'être dans le train, d'avoir de l'argent. Et puis surtout, peut-être, si quelqu'un vient et qu'il n'a pas le droit d'être dans le train, ça veut dire que c'est un pauvre qui est dans un train de gens qui ont de l'argent et donc il peut voler les bagages. Enfin, tu vois, et cette dissymétrie-là, ça fait partie des matrices, Hervé Lebras l'a bien montré, de vote pour l'extrême droite. Tu vois, c'est vraiment là où il y a de plus de, on le voit par exemple dans le sud, etc., le plus d'écarts salariaux, par exemple, d'écarts de patrimoine. La pauvreté homogène est moins concurrentielle et moins violente. La richesse homogène aussi de fait, c'est le fait d'avoir des très riches et des très pauvres au même endroit qui fabriquent de la violence. Et justement, c'est vraiment la fabrication du capitalisme, c'est de mettre des ressources devant la tête des gens pendant que d'autres en profitent et d'autres n'en profitent pas. Ça crée de la violence, voilà. Et c'est ce système-là qui justement crée de la mixité
entre des gens qui ont accès à tout sans rien et des gens qui ont accès à rien sans tout, qui créent cette violence-là. Et comme tu dis, à la fin, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées une société de contrôle, que chacun est bien à sa place, qu'il n'a pas pris ce qu'il n'avait pas le droit de prendre, etc. Et c'est ça qui crée la tension. Et donc le problème de ce qui se passe dans des trains, c'est ni le fait d'être afghan, ni le fait d'être une femme, c'est de créer des espaces de tension où des gens sont sous pression parce qu'ils doivent valider le fait d'avoir le droit de passer d'un point à un autre. Et ça, c'est vraiment ce que nous, la société communiste, et on travaille là-dessus, on doit offrir une autre perspective réelle, concrète, possible, faisable, faire en sorte que le train soit disponible partout, tout le temps, pour tous et gratuitement. Parfaitement. Bon, continuons cette planche de con. Alors donc, le contrôleur un peu raciste continue de discuter avec François Ruffin et dit: ça fait 20 ans que je fais du contrôle, 80% de la fraude, ce sont des étrangers. Mais jamais je n'ai été tenté de voter Front National. Et toujours pas. On est des ouvriers, on sait le mal qu'ils nous feront. Mais plus ça va, plus je l'entends sur les voies. Les gars, ils s'en cachent plus. Donc déjà, toi, t'es pas un ouvrier, toi, t'es un fonctionnaire. Je te le rappelle, voilà. Tu ne fais pas partie des ouvriers. Ça ne veut pas faire dire que tu ne fais pas partie des travailleurs. Mais déjà, rien que même cette idée-là, tu vois, qui a été mise, ça, je suis sûr que c'est du Ruffin, ça, tu vois, de dire c'est des ouvriers blancs, il faut les comprendre, il faut les écouter. Je rappelle que moi, je suis en frustration totale devant cette planche. Je suis Ruffin, je n'ai rien dit. Tu vois, j'entends du racisme et je n'ouvre pas ma gueule. Vous voyez, ça, c'est ça le député Ruffin, c'est quand il entend du racisme, il ferme sa gueule. Putain, mais ce type est insupportable, quoi. Alors ça continue. Et j'ai mes gamins étudiants, tous les deux, ils votent à Rennes. Ça donne des débats à la maison. Attention à la fermeture des portes. Je fais bien la voix de la SNCF. Ça, c'est clair. Et je me demande pourquoi il t'invite pas. J'espère que quand on aura... Je pense en com, ça va faire fureur, mais je pense que quand on aura rendu communiste gratuite accès à tous de la glorieuse SNCF, on mettra la voix de Zoé dans les trains. Je pense que ce sera parfait, quoi. J'ai pas le temps. C'est 3 trucs à enregistrer. C'est beaucoup moins qu'à enregistrer des capsules pas du team, Zoé. C'est vrai, mais c'est moi qui fais. Alors vas-y, c'est ton tour. Ça y est, François Ruffin, après avoir entendu tout ce slop un peu raciste, beaucoup raciste, très raciste, va enfin répondre en homme de gauche politique qu'il est. C'est parti. Oui, j'entends ça de plus en plus. Des gens de gauche, leurs enfants suivent Bardella sur Insta. Oh putain. Non, c'est un leader politique engagé. Gros niveau de réflexion, hein. Gros niveau de réflexion. Bon, je rappelle que les jeunes de 18 à 25 ans votent Mélenchon à 60% au premier tour et que le fait que Bardella marche trop chez les jeunes sur Insta, etc., c'est une fabrication médiatique, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est une fabrication purement médiatique, effectivement, mais Bardella se fait rincer par Mélenchon et même par d'autres gens de gauche. Tout ça est bidon. Hein. Parfaitement. Alors, continuons avec le contrôleur qui s'est fait sacrément renvoyer dans C22 par François Ruffin qui a dit « Ah ben oui, c'est vrai, un peu, j'entends ça souvent. » C'est ce que je reproche à la gauche. Sur l'immigration ou sur la sécurité, elle se cache, elle se tait, elle fait comme s'il n'y avait pas de souci. Bon, faut que j'y aille. Je crois que j'ai des clients. Déjà, parler de clients quand t'es travailleur de la SNCF, c'est trop bizarre. Hein. Déjà, le gars se croit ouvrier. Trop bizarre. Hein. Et il pense que les gens qui sont dans les trains sont des clients, quoi. Voilà. Ah là là, heureusement qu'on a des camarades solides à la SNCF qui disent pas ce genre de trucs, mais bon, bref. Merci encore pour la photo et bon voyage. Et là, on voit le contrôleur raciste face aux 2 personnes qu'il a supposé être des Érythréens qui ne disent rien. Voilà. Je comprends même pas la conclusion. Donc, moi, ce que je vois, c'est un type, il a pris un contrôleur SNCF, il y en a plein, des cheminots, des contrôleurs qui sont des gens de gauche, CGT, Turbo FO, de gauche même, engagés, qui se battent tous les jours, force à eux, force à vous. Il a pris le gars le plus d'extrême droite comme représentant d'un contrôleur SNCF, voilà, pour pouvoir émettre l'idée que, en fait, les ouvriers, qui ne sont pas ouvriers là, qui sont fonctionnaires, seraient des racelards, mais qui quand même sont ouvriers, et donc il faudrait essayer de les écouter, de les comprendre, parce que c'est vrai que la Ruffin, il les a bien écoutés, hein, tu vois. On va voir après dans les autres planches. Il a un petit peu plus de facilité à recadrer des gens quand c'est pas tout à fait des blancs avec une casquette, tu vois. Imaginez Ruffin sous l'occupation. Il voit un costume vert et une casquette. C'est vraiment, je vous le dis juste, vous êtes pas tranquille, quoi. Voilà, c'est pas le premier dans le maquis, quoi. Hein. Donc voilà, vraiment, mais c'est hallucinant de violence. Je suis tellement dérouté, Mazoé, que je vais te dire un terme qui normalement me sied pas du tout. C'est déroutant de violence symbolique. Tu vois, c'est vraiment... Là, c'est de la violence à base de non-dits, à base de symboles. C'est de la violence imagée, quoi, imaginaire. Enfin, tout est raciste, quoi. Enfin, je veux dire,
si vous étiez Frontière, Éric Tegner ou je sais pas quoi, vous pourriez faire la même BD, quoi. Vraiment, Jordan Florentin, face à un gars en contrôleur SNCF qui dit des dingueries comme ça, aurait dit exactement ça. Ah ben c'est vrai hein, que les Français, ils en ont marre. Hein. Même les jeunes, ils suivent Bardella sur Insta. Hein. Ah ben oui, super. Tu sais, ils ont fait une revue Furia, je crois. Tu vois, mais vraiment, on dirait des trucs de Furia, tu vois. Enfin, c'est... voilà. Est-ce qu'on continue dans cette belle bande dessinée? Ah oui, continuons, parce que nous avons encore beaucoup à nous mettre sous la dent, les amis, ce n'est pas fini. Alors voilà. Ouh là 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 là. Ah oui, alors contexte. Vas-y. Contexte. Alors, Je vous explique rapidement la narration. Alors, je n'ai pas lu, contrairement à Antoine Goya, vraiment, allez voir sa vidéo. Contrairement à lui, je suis beaucoup moins courageuse et donc je ne me suis pas tapé la totalité de Picardie Splendor. Voilà, je vous le dis. J'appelle les équipes de Ruffin, vont pouvoir dire oui, il n'a pas du team, il nous critique alors qu'ils n'ont pas lu la totalité de cette BD incroyable. Oui, mais allez-y, faites. Faites, les amis. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un moment. Il n'y a ni la Pardon. Picardie ni la Splendor hein, pour l'instant. C'est ça le truc. Mais qui est parce qu'il est dans le TER Picard en fait, Chris. C'est putain. ça que tu comprends pas. Quand François il va voter des amendements, contrairement à ce glandeur de Karl Marx, je te rappelle qu'on en est là quand même dans l'histoire. Donc, ils sont dans un train, de nouveau. Et là, il y a une meuf, je sais pas, elle a pas payé son ticket ou elle a pas le bon ticket, bref. Et du coup, le contrôleur la rabroue, lui demande de l'argent, elle s'énerve, et François Ruffin intervient, à votre avis, pour dire « C'est un scandale que le train ne soit pas gratuit dans un pays aussi riche et développé que la France. Cette femme a le droit de se déplacer comme n'importe qui. Et en tant que militant politique, nous allons tous nous lever pour obtenir le train gratuit pour tout le monde. » Il n'a pas du tout fait ça. Alors, cette femme, il se trouve que la femme qui s'énerve, c'est une femme noire. Et alors là, regardez la représentation de cette femme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une représentation misogynoire, voilà, vous savez exactement ça. La femme noire en colère, grimaçante et tout, c'est horrible. Quand vous êtes une Karen, vous voyez les femmes noires comme ça. Vraiment, c'est exactement ça. Quoi, dans vos rêves, j'ai déjà payé, dit cette femme. Petit truc marrant, Nadège Abo-Mongolie a utilisé a retourné le stigmate en utilisant ce dessin en PP Twitter. Voilà, j'adore. Quoi. Et donc, dans ce train, il y a un homme qui veut venir en aide à cette dame. Il se trouve que c'est un homme, de ce que je vois, je pense qu'ils essayent de représenter un homme arabe. Et là, voilà, regardez, donc il est là, il a les yeux écarquillés et il hurle « Pourquoi vous vous comportez comme ça ?» Alors qu'en fait, c'est ce qu'on vient de dire avant, c'est intéressant, c'est qu'elle dit j'ai déjà payé. Mais en fait, comme on a dit, elle ne devrait même pas dire qu'elle a payé, elle devrait juste être assise dans le train et rejoindre ses amis, sa famille, son lieu de travail. Voilà, on ne devrait pas avoir à payer pour prendre le train. Donc il les voit comme ça et... Et Ruffin donc va pas dire oui, laissez les travailleurs, laissez les citoyens français, peu importe d'où ils viennent, se déplacer sans faire votre petit travail de petit contrôleur, de petit flic zélé de merde. De capot. Voilà, de capot. Non, regardez ce qu'il va dire. Voilà, c'est s'il vous plaît, monsieur, vous respectez la police. Voilà. Et le gars, face à l'aura et au charisme bégayant de Ruffin, forcément, il se tait. Voilà, en plus, il a dû le reconnaître et tout. Il a une mine contrite, il est là, oh là là. Vraiment, le mec est représenté comme un enfant de 4 ans qui vient de se faire gronder parce qu'il a mangé un biscuit de plus que ce qui avait été prévu par sa maman pour le goûter, quoi. Le niveau de paternalisme du truc. Et donc, regardez après comment ça se termine. Le gars est touché par la grâce du chevalier Ruffin qui se tient comme un chevalier, là. On dirait le chevalier. Ah Léon, ouais. Tu vois, voilà. La main sur le fourreau. La main sur le fourreau, et il répond « Désolé, je me suis un peu énervé, c'est bien que vous soyez intervenu. » Non mais premier degré. Alors déjà, soit tout ce qu'il raconte d'agression, etc. n'existe pas. Moi, je pense que le moment normal, ça aurait été de l'attraper, Ruffin. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, le gars aurait dû l'attraper. Tu vois, c'est... T'es qui, toi ? Ferme ta gueule. Tu vois, genre, je te parle pas. Arrête, Ruffin, il arrive dans l'histoire quand même, Chris, Ruffin, il arrive grand place en disant « Si c'est ça, je vais payer. Et comme ça, le train pourra arriver à l'heure. » C'est ça, voilà. Et donc, mais vraiment, c'est Ruffin dans toute... J'allais dire dans toute sa splendeur. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est Ruffin dans tout ce qu'il croit être, dans tout ce qui se représente de lui-même. Un chevalier blanc, sauveur, un espèce de Batman de Wish, tu vois ce que je veux dire, qu'utilise sa place et sa fortune, qui pourrait s'enrichir, car il est plein de talent. On cherche encore, voilà. Mais en fait, il fait ça au service des pauvres et il va réunir la France. Mais ce type a une condescendance, un racisme. Vous avez vu le niveau de racisme là et un mépris de classe, mais qui est
hors du commun, mais ce type pue la droite de A à Z. Vraiment ce type, mais depuis toujours je l'ai dit, mais depuis Merci Patron, ça pue la merde ces films. Tout ce qu'il fait, c'est de la merde. Même Merci Patron, c'était de la merde. Je le dis, un jour on fera le décodage. Ce type pue la merde de A à Z. Vraiment, c'est quand il parle de foot et tout, vraiment c'est tout est de droite chez lui. C'est un type fondamentalement de droite qui a une vision organique de la société, de chacun à sa place, chacun à sa classe, mais il faut des élites qui soient sympas avec le peuple, etc. Vraiment, ce type me rend fou, il me fait gerber. Je vous le dis, j'espère qu'on sera la chaîne numéro 1, la pas du team, hateuse de Ruffin. Je veux dire, on va pas le lâcher pendant toute la campagne, vraiment, mais l'antidote à Ruffin, ce sera nous, quoi. Vraiment, pardon Zoé, excuse-moi, je me suis lâché. Non, mais écoute, moi je te laisse dans tes envolées ruffinophobes, j'ai pas de problème avec ça. Regarde Et ça. sachant que là, sur ces planches, quand même, parce que sur le fond politique et tout, sur la planche, en fait, juste après, Ruffin se représente genre, c'est la guerre entre les contrôleurs et les vilains voyageurs énervés. Et moi, j'arrive avec mon drapeau blanc et je réunis les deux, tu vois. Mais c'est fou. Et tu sais que moi, sur le papier, tu vois, on m'aurait dit Ruffin se représente dans une BD où il y a un problème entre un contrôleur et une voyageuse, etc. Et le contrôleur lui demande de payer, la voyageuse trouve ça pas juste et tout. Moi, je me suis dit, il va arriver en disant, voilà, c'est Fatoumata, 40 ans, qui se lève tôt le matin pour aller à l'EHPAD, pour faire les toilettes et nanana. Mais là, c'est même pas ça. C'est juste genre, écoutez, en fait, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, hein. Donc voilà, moi, je vais payer parce que je suis quelqu'un de sympa. Le train va arriver à l'heure. Mais politiquement, j'ai envie de dire, mais qui es-tu en fait? Qu'as-tu à proposer? Pourquoi tu nous présentes ça? Tout le monde ne sent pas les couilles de ça. Mais je crois que c'est vraiment une bande dessinée pour aller draguer à droite. Vraiment, t'as tout l'univers mental de la gauche, Michel Onfray, Kuzmanovic, etc. C'est-à-dire des gens qui passent leur temps à considérer que les ouvriers blancs sont tous au RN et tous racistes alors que la majorité ne veulent pas du RN et qu'il faudrait leur parler rationnellement, les écouter sur l'immigration. On va finir là-dessus, mais l'immigration n'est pas le problème et ne sera jamais le problème. Ça, il faut le savoir quand on est communiste. Vraiment, c'est une BD faite pour la droite. De toute façon, c'est un type lâche, immonde. Allez voir notre capsule là-dessus. C'est un type qui a jeté Mélenchon sous le bus entre deux tours en citant Bayrou sur ses tracts aux dernières campagnes NFP pour garder son petit poste de merde. Vraiment, ce type est détestable. Mais vraiment, je te jure, tu me connais, toi tu le sais. Il est capable de l'insulter pendant 8 heures d'affilée. J'ai un crayon là, je sens que je peux le balancer comme ça. Mais alors, vraiment, c'est... Non. On ne dit pas de choses qui sont répréhensibles par la loi sur la chaîne de la pas du team. Chris, je te rappelle que même si nous avons 10 millions d'euros sur le Tipeee et d'excellents avocats, nous sommes des gens qui sommes parfaitement neutres, apolitiques et totalement pacifistes. Nous détestons la confrontation. C'est ça. Amenez-moi François Ruffin en débat, je l'humilie. Mais vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable que ce gars-là soit vu comme représentant du peuple. En fait, c'est Mirabeau, c'est les arnaqueurs là. Moi, je te dis, c'est vraiment un des pires. C'est Mirabeau. Tu vois qui c'est Mirabeau là ce grand représentant du peuple, soi-disant à la Constituante, et puis qui dit nous sommes là par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, puis qui à la fin trahira pour le roi, une petite merde. Tu vois, c'est vraiment les types qui se la jouent révolutionnaire quand ça coûte rien et qui finiront par tous trahir. C'est vraiment, tout est moche chez lui. C'est un type laid. Tout ce qu'il fait est laid, tous ses films sont laids, tous ses livres sont médiocres, et toute sa splendeur est d'une médiocrité sans nom. Ça véhicule du racisme, ça véhicule du mépris de classe, ça véhicule de la condescendance envers les gens. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Mais regardez là, regardez le truc du mec qui baisse les bras, qui croise comme ça. On dirait que le mec il s'auto-ligature les mains pour dire merci, pardonnez-moi, monsieur le Seigneur. Enfin, c'est une honte absolue. Je veux dire, cette représentation-là dit bien plus. Mais moi, je suis désolé, s'il y a un jour quelqu'un qui me représente comme ça dans une BD, mais je lui fais bouffer les pages, quoi. Enfin, franchement, c'est legit. Pardon. C'est legit. Bon. Alors, c'est pas fini, il nous reste des trucs. Bon, on va pas vous les faire en détail, mais alors là, regardez. Donc là, c'est François Ruffin, le grand sauveur. Donc vous avez vu nouveau dessinateur encore, hein, qui est là et qui parle à des femmes noires qui, en fait, elles avaient peur avant, elles avaient peur de parler et tout. Mais depuis que François Ruffin parle à leur place, c'est bon. Elles ont plus peur. Et regardez, ça finit sur le visage de cette femme heureuse qui dit, avec François Ruffin qui dit « N'ayez plus peur ». Et cette femme noire dit « Nous n'avons plus peur ». Et là, vraiment, t'as envie de dire...
Merci, là, donc c'est Tintin au Congo, hein, C'est avec ça. les gens qui sont là, ah là là, Missier Tintin, merci beaucoup. C'est vraiment, c'est ce niveau. C'est C'est ce ça, niveau. mais C'est c'est en Ruffin au plus Congo. c'est le fond du fond de toute la bande dessinée pour un peu avoir regardé le contenu, c'est vraiment il part du principe de toutes les analyses d'extrême droite. Il y a deux France séparées, tu sais, le guilluisme, voilà, toute cette fausseté. Et nous, on l'a déjà dit. Quand vous faites les constats d'extrême droite, qu'il y a un problème avec l'immigration, que la France est séparée, archipélisée, là, comme diraient les Fourquet, etc., tous ces commentateurs de droite, vous validez à la fin les propositions de droite, d'extrême droite. C'est tout. Quand vous dites que l'immigration est un problème, vous allez vouloir réguler l'immigration. Voilà, vous allez voir. Et quand nous, on va en parler dans une capsule postérieure à celle-ci, là, qui sera aussi avec du Ruffin, l'immigration n'est pas un problème. Vous allez voir, vous avez d'autres solutions au problème du chômage et au problème de la pénurie. Et là, tu vois, lui, il arrive en mode, tout ce que dit l'extrême droite est vrai, mais moi, je ne suis pas d'extrême droite et je vais régler le problème avec les solutions d'extrême droite. Enfin, c'est vraiment l'idéalisme absolu. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu fais est d'extrême droite. Tu valides les constats d'extrême droite, tu te comportes comme un type d'extrême droite, tu fermes ta gueule face à l'extrême droite, tu es d'extrême droite, François Ruffin. Tu es l'extrême droite. Parfaitement. Alors, qu'a-t-on d'autre, mon cher Chris? Est-ce qu'on en a fini avec cette BD ou est-ce qu'il y a encore des Ah non, non, dingueries dedans? il y en a à chaque planche. Ben oui, c'est ça qui est super. Ah oui. Oh là là. Ah, j'avais oublié ce truc. Donc, alors là, je vous explique. En gros, au début de la BD, on voit un groupe de femmes voilées qui sont avec leurs enfants et qui s'en vont voir la police parce qu'elles pensaient avoir été exclues d'un commerce de bouffe qui s'appelle À la Bonne Gaufre par le patron de ce commerce parce qu'elles étaient voilées. Donc, elles le prennent très mal, elles pensent que c'est de l'islamophobie. Et comme d'habitude en France, les femmes voilées, en fait, ne vivent jamais d'islamophobie. Ben oui, Non. vous dites, tiens, François Ruffin, il représente un truc extrêmement banal, de la discrimination gigantesque que vivent les femmes musulmanes voilées dans ce pays. Discrimination sur tous les aspects de leur vie, leur travail, leur santé, leur possibilité de s'occuper de leurs enfants, de participer aux sorties scolaires, de faire certains métiers, d'aller à l'école, de faire du sport, etc. Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'elles sont paranoïaques et qu'en réalité, elles pensent que les gens sont islamophobes avec elles, alors que c'est pas du tout ça le problème. Et donc là, ils se retrouvent avec le restaurateur qui, à la fin, fait la paix avec elles, sert des gaufres à leurs enfants, et au final, elles se rendent compte qu'il n'était pas islamophobe du tout, c'est juste qu'on s'était pas bien compris. Ah, putain! On crie fort, etc. Et tu sens la Ah oui, elles rient violence très fort, les femmes arabes, c'est bien connu, hein. Vous savez, Elles les femmes rient très musulmanes, fort. elles rient très, 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 très fort. entre elles et elles font sûrement des you-you en même temps, tu vois, c'est vraiment Oui, bien sûr, t'as oui. tous les clichetons. Et là, t'as tous les clichetons en plus, tu sais, dans ce pays-là, de toute façon, les femmes voilées sont soit totalement soumises à leur mari, elles sont forcément embrigadées, tu vois, soit si t'es une femme musulmane, tu ne portes pas le voile, tu vois, tu ne peux pas être considéré comme un individu libre, abstrait, comme une citoyenne au même titre que tout le monde si t'es une femme voilée. C'est ça, l'islamophobie structurante de ce pays. On ne peut pas vous considérer comme une citoyenne, j'allais dire éclairée, comme on considère tout le monde. Si vous êtes une femme voilée, c'est une honte absolue. C'est ça la structure globale qui vous interdit, comme tu l'as dit, d'être fonctionnaire, qui vous interdit d'accompagner vos enfants à l'école, qui vous stigmatise, etc. Et donc, tu as des représentations, effectivement, de désindividuation de ces femmes-là en groupe, qui ont des comportements grégaires de groupe, qui font du bruit, etc. C'est le racisme à l'état pur, ça, c'est la structure raciale, c'est les structures mentales racistes d'infériorisation de ces femmes-là, et là, c'est dessiné devant nous. Enfin, je sais pas comment on peut pas voir le racisme sur ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les femmes disent, donc le pauvre commerçant qui n'était pas du tout raciste, en fait. Alors d'ailleurs, je vous le dis, il y a un plot twist dans l'histoire, c'est qu'en fait, le commerçant, il peut pas être raciste, sa femme est marocaine. Je vous jure que c'est ça. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. Hein. Je ne suis pas misogyne, ma femme est une femme, tu vois, c'est vraiment, on est à ce niveau-là. Il n'y a pas de colons compris. Oui, alors vraiment des hommes racistes qui se tapent des femmes noires ou arabes, mais ça n'arrive jamais, vraiment, ça n'arrive jamais. C'est vraiment pas du tout le principe de base de la domination. Ça fait pas du tout partie du principe même de colonialisme patriarcal, c'est-à-dire du fait jamais. que ce soit normal qu'une femme sorte de sa communauté indigène en rejoignant un homme blanc, mais que l'inverse ne soit pas permis. C'est pas du tout la structure colonialo-patriarcale. Alors que c'est prendre les femmes du conquis, c'est littéralement l'histoire même, alors là pour le coup, au-delà même de l'impérialisme, bien avant l'impérialisme, de la colonialité. Transformer les femmes du conquis et esclavagiser ou abaisser les hommes, c'est littéralement le processus colonial. Donc, c'est le principe, hein, genre littéralement.
Donc t'as le gars qui dit, c'est ce que j'ai ressenti, vous étiez énervé quand même, vous criez devant mon magasin. Et la meuf répond, si j'avais crié, c'est toute la place qui m'aurait entendu. Ah ben oui, hein, tout le monde le sait dans le quartier quand elle hurle. Hein. Ah putain mais what? What? C'est une dinguerie. Donc ça, c'était la partie Donc, femme mais tu voilée sais, là, qui pense être victime de racisme. Mais en fait, non. Alors tu sais, on avait le Karim Bouamran qui nous a parlé des odeurs comme Chirac. Là, c'est le bruit comme Chirac, là. Tu vois, le bruit et l'odeur, là. Il n'y a pas l'odeur, mais il y a le bruit. Mais il y a sûrement... Je rappelle la phrase de Chirac. Hein. Imaginez une famille avec le père de famille, une vingtaine de gosses et 3 ou 4 épouses, parce que c'est ça que dit Chirac. Hein. Et voilà, et le travailleur français sur le palier se dit quoi, hein, gna gna gna. Si vous rajoutez à cela le bruit et l'odeur, Chirac 95, hein, le travailleur français sur le palier devient fou. Ah ben voilà, François Ruffin, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. François Ruffin était ce travailleur français sur le palier. Alors, travailleur, non, pas, parce qu'on l'a jamais... Ruffin est l'homme qui regarde le travailleur français sur le palier et lui dit « Oui, c'est vrai, les Arabes et les Noirs, ils font beaucoup de bruit et ils fraudent le train, mais il faut quand même être gentil parce que comme tu es un bon Français gentil au fond de ton cœur, ta gentillesse va les rendre civilisés. » C'est ça le discours. C'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on a vu juste avant les femmes qui n'ont plus peur. Ça relate soi-disant une scène réelle, hein, tout est réel chez François Ruffin, surtout son racisme et sa condescendance de classe. Et il y a le camarade Ali Diouara qui nous dit, en fait, le off de ce procédé avec les femmes de la Courneuve, là, voilà. Ah oui, Ali Diouara qui lance les leaks parce que lui, il connaît ces meufs en question. Et alors, à votre avis, est-ce que François Ruffin, pour parler de leur histoire, les a recontactés, leur a parlé un petit peu du projet de BD, leur a demandé un petit peu peut-être leur propre perception de l'événement, la manière dont elles aimeraient qu'il soit représenté, si elles ont un discours politique à porter dessus, comme c'est évidemment pas un mec qui se fait mousser en faisant comme s'il prenait la parole à la place des gens pour passer pour une bonne âme charitable, très gentille. François Ruffin, merci de daigner poser tes augustes yeux sur nos personnes. Alors, à votre avis, est-ce qu'il a fait ça ou est-ce qu'il en a eu rien à battre? Il a juste changé leur nom, il les a représentés sans rien leur dire. À votre avis? Alors, je vais lire du coup ce qu'elle nous dit. Oui, j'ai vu après, on était dégoûtés. Surtout que c'est pas lui, c'est quelqu'un qui a imaginé suite à notre histoire. On ne savait pas qu'il y avait une BD ou le livre qui allait être fait. On l'a su la dernière fois quand il nous a invités. Heureusement, ce ne sont pas nos noms sur la BD. Il a volontairement changé de nom parce qu'il ne nous avait pas demandé. Voilà. Franchement, c'est hyper étonnant. Vraiment, je tombe des nues. François Ruffin qui capture la parole des gens en n'en ayant rien à battre. C'est vraiment bizarre. Alors que pourtant, François Ruffin, c'est vraiment un homme qui a l'antiracisme en plus chevillé au corps. Tu te souviens de cette interview-là Chevillé au corps, mais entre 9h et 16h. Pas le week-end. Voilà. Moi, je m'en souviens. C'est pour ça que ce type, je déteste depuis toujours. Et je pourrais même en sortir en des trucs encore plus vieux. Mais il y a vraiment eu un tournant. Alors, c'est pas un tournant que pour François Ruffin, cette manifestation contre l'islamophobie en 2018, c'est ça, je crois, hein, 2018-2019. C'était un moment très, très important. C'est là où la gauche radicale a compris qu'il y avait un problème avec l'islamophobie et le racisme structurant dans ce pays. Il était un peu aveugle dès qu'il s'agit de parler de religion, avec une vieille tradition anticléricale, un peu débile, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et qu'on retrouve encore dans un espace, tu sais, qui saute la France insoumise, tu sais, qui passe de lutte ouvrière au printemps républicain, tu vois. Oui. Et donc, François Ruffin, je le dis... Et l'expression, je pense que Amin El Khatmi va rejoindre François Ruffin pendant une prophétie pendant sa campagne. François Ruffin qui est une de ses expressions les plus claires, c'est-à-dire ce type qui ne veut pas reconnaître que le racisme est structurant, qui fait croire que le racisme c'est juste des gens qui comprennent pas bien les choses, qui sont pas éclairés, qui traduisent mal, mais qui ont quand même des bons affects. C'est là où on vous fait comprendre. Vous voyez, les affects, c'est de la saloperie. Vous voyez, de faire croire que en fait, ce petit monsieur là, il aurait des affects. Alors il y a des gens qui vont dire ils sont bons, ils sont pas bons, etc. Non, en fait, il a pas des affects, ce petit monsieur. Il a une vision du monde raciste. Voilà. Quand il voit ce petit Afghan, c'est pas une réaction pulsionnelle qu'il faut réorienter, comme dirait Lordon, quoi que ce soit. Non, c'est une projection raciste et une adhésion au pacte raciste. Voilà. On le convainc par la rationalité, enfin, je veux dire, par une autre vision du monde, par l'efficience. On le reprogramme pas, quoi. Et Ruffin, il a exprimé tout de suite vis-à-vis de ça, mais avec un dédain et un mépris dont j'ai oublié aucune seconde, mais qui est à l'image de ce gars-là, gerbant. Je vous le laisse pour ceux qui l'ont pas vu.
C'est pas sûr que ça va me calmer de revoir ça. Mais cet extrait est une dinguerie. Vous allez manifester le 10 novembre prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire la lâcheté de ce gars. Donc, c'est juste pour vous dire le mec se planque derrière ses gosses. Non, mais en fait, je pouvais pas, mais c'est parce qu'en fait, de temps en temps, je m'occupe de mes gosses, tu vois. Parce que bon, c'est pareil, vu tout ce qu'on a vu du gars. Alors moi, je sais pas, hein, mais être une meuf, te maquer avec François Ruffin et faire des gosses avec... Mais ta vie que ça doit être pas ouf, tu vois. Mais bon, après, je ne sais pas. Mais... Il y a sa femme qui a écrit un livre sur lui. Moi, je veux pas te dire. Je l'ai pas lu, mais juste, tu vois le gars, son rapport à son ego, à ce qu'il considère être, tu vois, le mec est capable de dire, ouais, Karl Marx branlait rien, alors que moi, je fais des amendements. À ton avis, comment il parle à sa meuf qui fait un 35 heures salarié pendant que lui, il est à l'Assemblée nationale? Tu crois que ça se répartit comment les tâches? Je pense que le gars, il doit emmener ses gosses. Voilà, je fais une hypothèse. Encore une fois, ça se trouve, François Ruffin est un père parfait, un mari parfait, tout ça. Mais bon, moi, je pense que le gars, il emmène ses gosses. C'est comme les droitards qui disent ouais, moi, j'ai fait une cabane avec mon fils. C'est bon, gars, tu t'es jamais occupé de ton môme. Une fois tous les 6 ans, tu fais une putain de cabane de merde parce que toi, ça te fait plaisir et pas aux gosses que ça fait chier. Là, tu les as emmenés une fois bouffer des glaces et des frites et je sais pas quoi, et t'as l'impression d'être le père de l'année. Ouais, c'est bon. Si vous voulez connaître mieux François Ruffin, lisez le livre de sa femme sur lui. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus réaliste que cette Picardie Splendor là. Voilà, donc déjà là il se cache parce qu'en fait il a signé la tribune. Comme un lâche, parce que dès que vous lui mettez la pression, ce gars-là baisse les yeux, je vous le dis, c'est un type. Il avait essayé de faire un coup de com' en dealant avec Macron, je sais pas si tu te rappelles de ça, Zoé. Non, moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. Donc c'est un type qui baisse les yeux à chaque fois que le patronat ou d'autres parlent un peu fort. Et donc là, il était dans une dynamique de la France Insoumise. On lui dit faut signer la tribune, François Ruffin contre l'islamophobie. Il signe parce que c'est un lâche. Moi je pense aussi il y a un petit problème chez Ruffin, c'est qu'il est intellectuellement limité. Tu vois, donc je pense qu'il comprend pas ce qu'il fait vraiment et la portée de ce qu'il fait. Et puis après il y a ces droitards autour de lui qui lui disent quand même, t'as vu, il y a des frères musulmans, là, hop. Et puis comme il est lâche, il est d'accord avec le dernier qui parle fort, François Ruffin. C'est tout l'inverse de ce qu'il montre dans la BD d'ailleurs. C'est intéressant parce que, à mon avis, je pense qu'il essaye de combler quelque chose. La preuve, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il a fallu qu'il se soumette à François Bayrou entre deux tours pour pouvoir se faire réélire. Et donc voilà, il dit j'ai signé, mais en fait, je savais pas ce que je faisais parce que j'étais en train de manger des frites et des gaufres. Voilà. Et c'est pas mon truc. Il a quand même signé. Donc Léa Salamé, qui est une grande journaliste d'investigation, même elle voit l'arnaque. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez signé... J'irai pas dimanche, je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je fais pas de médias le dimanche non plus parce que je joue au foot. Voilà, donc il fait pas de médias le dimanche parce qu'il joue au foot, François Ruffin. Donc il s'absente pour la tribune. Il dit qu'il a pas fait exprès de signer. C'est pas mon truc, vous savez. Bon voilà. Mais maintenant, je vous ai dit ma conviction profonde. J'étais en vacances. Bon allez, vous assumez pas trop. On y va. Regarde. T'as vu le geste de main en mode me parlez pas de ça, c'est de la merde. C'est bon. Tu vois, vraiment, t'es une... Ah ouais, vos histoires de noir et d'arabe là, c'est bon. T'es un lâche, t'es un minable. Si t'as le courage, viens m'affronter en débat, ce sera sûrement très intéressant, mais t'es un minable. Regarde la tête que t'as, la façon dont t'as envoyé chier des gens que tu vas essayer soi-disant de vouloir représenter à la présidentielle, que tu utilises dans tes cartoons là pour te donner bonne conscience, et t'es en train de les envoyer chier comme ça quand ils doivent défiler contre l'islamophobie qu'ils vivent au quotidien. Mais vraiment, regardez, gardez en tête l'image de ce gars, comment il envoie chier des manifestations contre le racisme et l'islamophobie, et croyez que ce gars va soi-disant réconcilier la France. Ce type est un pompier pyromane. Comme il est bête, il croit qu'il a un extincteur pour éteindre le feu du racisme dans ce pays. Il est en train de balancer du kérosène, quoi. Vraiment, ce type me fait... Voilà, je détestais ce gars-là, mais là, tout est gerbant de A à Z. Voilà les amis, bon écoutez, nous avons à peu près 25% du temps de cette capsule où c'est Chris qui insulte François Ruffin. Et écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Les copains, il faut absolument qu'on vous reparle d'un truc très important que La Brèche est en train d'organiser. L'équipe de La Brèche a réalisé un film à
Cuba, les potes. Oui, on a fait ça. L'argent qu'on vous a demandé pour le Tipeee, etc., sert notamment à financer ce genre de projet. Nous sommes allés accompagner Saïd Bouamama. Saïd Bouamama, vous le connaissez ici sur cette chaîne, on l'a déjà invité, on en a déjà aussi parlé. Il a fait partie des gens qui ont été invités à notre conférence Plus jamais PS pour faire le bilan du Parti socialiste. C'est un sociologue et militant. Il milite notamment au FUIQP, le Front uni des immigrations et quartiers populaires, et à l'URC, l'Union pour la reconstruction communiste. Alors je ne suis pas objective parce que je l'aime beaucoup, mais c'est probablement un des plus grands intellectuels marxistes francophones de la période, je le dis honnêtement. Et nous le suivons car il était invité à la commémoration, l'anniversaire de la tricontinentale. Il a écrit un bouquin dessus si vous voulez en savoir plus sur la tricontinentale, mais ça a été, en gros pour vous résumer, un grand congrès, une réunion entre plus de 80 pays de la périphérie impérialiste dans les années 60, organisée à Cuba. Et en gros, en éjectant un peu les Occidentaux de la discussion, c'est une grande étape, un grand moment de la lutte communiste et anti-impérialiste. Et ce film n'est pas un film de commémoration, c'est vraiment un film de lutte car nous sommes allés à Cuba début janvier, juste après l'attaque que les États-Unis avaient faite au Venezuela. Et donc, toute l'équipe a pu, bien sûr, interviewer des personnes, interviewer Saïd, parler en détail de l'actualité de la lutte anti-impérialiste, de la situation à Cuba, mais aussi a pu filmer des moments assez incroyables de lutte sur l'île. On ne peut pas vous en dire beaucoup pour l'instant. On est extrêmement fiers du travail qui a été fait par toute l'équipe et on vous propose une projection de ce film en avant-première, avant une diffusion plus large dont on vous expliquera les modalités ensuite. Une diffusion qui sera à Nanterre, à la faculté de Nanterre, à partir de 16h30 le samedi 13 juin. Il y aura bien sûr toute l'équipe de La Brèche qui sera présente. C'est un événement fait par Position Revue, la revue de notre association. Et donc, il y aura une projection du film, mais surtout derrière, il y aura une conférence débat que j'animerai avec évidemment Saïd Bouamama qui sera présent, mais également Salim Lamrani. Salim Lamrani, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un essayiste, un historien. Il est maître de conférences en civilisation hispano-américaine et ses travaux portent beaucoup sur Cuba, sur les relations de Cuba avec les États-Unis et sur les représentations médiatiques qu'il y a des réalités cubaines. Vraiment, ça va être une discussion passionnante, ça va être un film banger. Je vous jure qu'on est ultra fiers de pouvoir faire ça et de pouvoir le proposer. C'est vraiment un film et une conférence qui se veulent une actualisation des luttes anti-impérialistes, un film qui donne envie, qui permet de comprendre les choses, mais surtout qui donne envie de se battre et qui donne des clés sur comment se battre. Voilà, c'est vraiment assez émouvant pour nous de présenter ça parce que ça commence à être des gros projets que font notre association. Il y a énormément de gens qui bossent dessus depuis des mois et qu'on salue chaleureusement et qu'on remercie chaleureusement aussi. L'entrée, vous connaissez, nous le but c'est pas de faire du pognon, etc. C'est juste de pouvoir à peu près rentrer dans les frais pour louer l'amphi, le matos, etc. Et puis bien sûr tout le film qu'on a pu financer grâce à vous qui nous donnez sur le Tipeee. Et donc l'entrée est fixée à 5 € et bien sûr si vous voulez donner un peu plus pour financer l'assaut, vous pouvez. Il y a aussi, juste après donc cette projection et cette conférence débat, on vous propose une soirée dans le bar Le Carolus qui est dans le 18e à Paris, qu'on a privatisé. Alors on n'a pas prévu de choses particulières dans cette soirée, à part le fait de passer un bon moment tous ensemble, de pouvoir boire des coups, manger et papoter. Je pense que ça va être très sympa aussi. Alors au moment où vous regarderez cette vidéo, je ne suis pas sûre qu'il reste des places pour la soirée parce qu'il faut réserver des places. On avait prévu plus de 200 places, mais c'est parti très très vite. Donc voilà. Mais en tout cas, pour la projection, même si ça part vite, on a prévu grand et large pour cette fois-ci. Donc normalement, au moment où vous voyez la vidéo, il y en a à peu près la moitié qui sont partis, donc il en reste encore pour que vous puissiez réserver. On sera trop contents de vous voir. On est trop fiers de pouvoir vous présenter ça. Vous allez voir qu'il y a encore d'autres gros projets de La Brèche qui vont arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a trop hâte de pouvoir tout vous dire, mais vraiment pour tous ceux qui peuvent être là en région parisienne le 13 juin, écoutez, au plaisir de vous y voir. Je me permets aussi de dire que vous avez peut-être remarqué là dans cette vidéo qu'on a beaucoup cité le compte Twitter de Rêve. Rêve, c'est un militant antiraciste qui milite notamment à l'association Isonomia, qui est une association nantaise que nous aimons beaucoup ici. Ce sont des camarades. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir le travail qui est fait par Isonomia, notamment leur podcast, qui est un podcast incroyable qu'ils ont sur une radio nantaise, qu'on vous mettra bien sûr en description. Dans Isonomia, il y a aussi Abdi, que vous connaissez, et je ne peux que vous dire d'aller voir la vidéo qui est sortie sur On ne veut plus, avec Abdi qui se balade avec Thomas Bouli dans la ville de Nantes et qui parle de l'histoire coloniale de Nantes et de tous les vestiges coloniaux qui existent encore dans cette ville. Vraiment, c'est une vidéo
incroyable. Alors, bien sûr, je ne suis pas objective. C'est mon asso, j'adore Abdi, machin, tout ça, ok. Mais vraiment, la vidéo est trop bien. Moi, j'ai appris trop de choses. C'est un énorme banger. Allez voir ça. Allez voir aussi les autres choses qui sont sorties sur la chaîne On ne veut plus. Et j'enchaîne encore pour vous dire que Position Revue, non seulement fait cet événement incroyable du 13 juin, mais comme vous le savez, on a sorti les voix de l'exploitation en podcast, qui sont les podcasts des chroniques de l'exploitation. Et là, le 2e épisode est sorti. C'est un travailleur qui a travaillé à la fois comme ouvrier du bâtiment et comme ouvrier mécanicien, qui vient parler de ses conditions de travail, de l'utilisation des apprentis dans les garages, de la mise en danger de la santé des travailleurs, etc. Vraiment, ça fait partie des boulots qui sont des boulots hyper fréquents que plein de gens font, mais dont on n'entend jamais les gens parler. Donc vraiment, allez voir, il en parle d'une manière qui est très précise et passionnante et intéressante. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir le 2e épisode des Chroniques de l'exploitation, qui est disponible bien sûr sur YouTube si vous voulez aller sur YouTube, mais c'est plutôt du podcast, donc c'est surtout accessible sur les plateformes de podcast. Pareil, vous aurez le lien en description. Comme d'habitude, vous le savez, si vous voulez nous aider à faire tout ce travail de militantisme, à la fois de propagande sur Internet, mais aussi plein d'autres boulots qu'on est en train de faire. Là, vous allez voir, on va vous sortir des trucs de zinzin, d'outils militants, d'outils théoriques, d'outils pratiques, etc. Si vous voulez nous aider, c'est sur le Tipeee que ça se passe. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà depuis qu'on a fait cette campagne de demande de financement. Là, on est vraiment sur un rythme de croisière qui nous permet de planifier des trucs trop bien. Donc, merci beaucoup pour ça. Et merci à ceux qui le feront. Et sur ce, il me reste juste à vous dire, après toutes ces longues annonces, à plus tout le monde, salut. Salut les gens.